Et on a un invité aujourd'hui, Yes. on vous l'a dit en début d'émission, puisque c'est Opco qui nous accompagne sur Let's Go. Merci à eux. Et aujourd'hui, on va parler de cluster. Et je ne parle pas des céréales, mais bien du cluster maritime. Et c'est Nanix qui va s'occuper de notre invité qui nous rejoint maintenant. Jingle. Tâche incroyable. Alors, le jingle est très court. Le jingle est d'une Franchement, il faudrait être de flash pour... incroyable. On s'installe et on accueille François Daniel, qui est donc responsable des relations institutionnelles, affaires juridiques et réglementaires. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Bonjour. Du coup, c'est Nanix, oui, parce que j'allais dire, il va j'allais rester dire, debout. sinon, j'ai donné ma chaise quand même. Hein, Facile, donne. On se Donne une rapproche. chaise. C'est Nanix, Ken, Marie et Romain. Romain. Exactement. Bien retenu. Il est bon, il est bon. Incroyable. Eh bien, François, d'abord, je te tutoie, Oui. Oh bah parfait, impeccable. Du coup, on va- C'est trop piégeux comme question. Imagine, il dit non. Non, Bah, là, c'est gênant. Là, c'est pas gênant. grave. Bah, c'est gênant. C'est pas grave, coup de sueur et je dis alors, je ne On suis t'aurait pas gêné. soutenu. Hein, Voilà, non, pas de souci, je ne suis pas gêné, on y va. Donc bah, écoute, Marie, t'as parfaitement bien présenté. On va tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler du cluster maritime français. Qu'est-ce que c'est? Alors très très court, le cluster maritime français, on est une association qui regroupe l'ensemble des acteurs du monde économique maritime. Alors ça va des pêcheurs, aux industriels navals, aux armateurs, aux logisticiens, aux ports. C'est non exhaustif, je ne veux oublier personne, mais on pourra en parler plus tard. Et donc on s'est réunis parce qu'on se rendait compte qu'on était en France des leaders mondiaux dans certains de nos secteurs, l'industrie navale de défense, les biotechnologies, le naval civil, les armateurs. On a CMA-CGM quand même, qui est une des entreprises aujourd'hui qui fait la une de l'actualité. Et puis, on avait également la deuxième plus grande zone économique exclusive, donc la zone nationale qui appartient à l'État, au monde, après les États-Unis. Et donc, on s'est regroupé pour porter la voix des acteurs du monde économique maritime auprès des pouvoirs publics, au niveau national, européen et sur certains sujets internationaux. D'accord, donc association, pas syndicat. Hein. On est une association professionnelle, on n'a pas le statut d'un syndicat, on n'a pas de négociation collective, on ne fait pas partie des partenaires sociaux. Ok, d'accord. D'accord. Question suivante. Tu as déjà parlé un peu des métiers que vous englobez, mais si on rentre un petit peu dans le détail, c'est quoi les types de métiers qu'on va trouver? Quel type de métiers on va trouver au sein du cluster maritime français? Alors, on va en trouver énormément. Si je veux aller assez rapidement, parce qu'on n'a pas non plus on n'a pas énormément de temps, on a des métiers de filière traditionnelle tels que le transport maritime, donc on a des marins, on a également des gens de mer, c'est déjà des gens qui travaillent sur un navire, qui peuvent être des serveurs, qui peuvent être des artistes, qui peuvent être sur les navires de croisière. Même notamment. le service de restauration. Le service de restauration, Ok. exactement. On a également des pêcheurs, on a de l'industrie navale, l'industrie nautique également, des navires de plaisance, les chantiers de l'Atlantique qui font aussi des navires de croisière, d'énormes navires de croisière. Puis on a bien entendu d'autres secteurs comme la logistique, les ports, où là forcément quand on a des navires, aucun navire ne part en mer s'il n'y a pas de port, parce qu'il a besoin de pouvoir s'avitailler, il a besoin de pouvoir décharger les navires. Les navires, que ce soit des marchandises ou bien des personnes. On a également tout ce qui est filière énergétique, puisqu'on a besoin de modes de propulsion, que ce soit de la propulsion aujourd'hui carbonée ou décarbonée, mais on tend vers du décarboné. Et puis on a exactement. Et puis on a énormément de services. Il y a tout un écosystème juridique, d'assurance qui est spécifique au maritime, bancaire, donc la finance également, l'environnement, la formation. Il y a des écoles, je vois, des organismes de formation, la Marine nationale, c'est 460 entités quand même. 460 entités adhérentes, on a 330 entreprises de toute taille, et puis on a également des syndicats professionnels, on a également des associations, d'autres clusters locaux, donc des réunions d'acteurs industriels. Plus petits du coup? Plus petits, et puis surtout avec des thématiques qui sont beaucoup plus locales. Nous, on a vraiment cette vocation à rassembler à un niveau national. Et puis, on a effectivement la Marine nationale qu'on peut citer, et puis les régions littorales, ultramarines également. On est présent sur les outre-mer, et puis quelques comités maritimes internationaux. On peut aller à Singapour, on est à Québec, dans les pays nordiques également.
Mais effectivement, tout ça, c'est vraiment chapeauté par une équipe de 5 personnes. 5 aujourd'hui, personnes pour chapeauter tout ça. Exactement. Parce que là, en fait, dit comme ça. j'ai posé une question simple. J'ai dit, c'est quoi les types de métiers? Tu m'as tout dit. Je crois On a Trop tout. bien. On a vraiment personnes. tout. Hein. Ok. On a des tuyauteurs dans l'industrie navale, on a des chaudronniers, on a des marins, on a des logisticiens, on a des manutentionnaires. Alors, on est 5, mais on bénéficie vraiment de toute l'expertise de nos adhérents. C'est-à-dire Ok. que nous, sans nos adhérents, on n'est rien. Oui. Finalement, on parle Oui, pour eux Faites et la c'est cohésion, eux. On ouais. fait la coordination et la cohésion de toute Bien cette sûr. filière. Et vous êtes basé Mm. où? On est basé à Paris parce que si on est basé en région, on va devenir le cluster Ah oui, maritime région. de la C'était région. question. Ouais. C'était Exactement. ma question. Voilà. Bien joué. Et donc à Paris, ça Faut que met ce soit globalement centralisé. tout le monde d'accord. Ok. Le côté D'accord. un peu centré et capital. Du coup, pour faire partie de cette équipe de 5 personnes, intégrer le cluster maritime français, c'est quel type de formation qu'il faut faire du coup? On a des formations assez diverses. Globalement, moi j'ai une formation juridique. Ok. Donc On sera plus du côté juridique. droit maritime. Ok, d'accord. droit maritime, Droit maritime, exactement. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé très rapidement dans le public, au Mhm. secrétariat général en charge de la mer, qui est un service qui coordonne les politiques maritimes au sein des différents ministères. Ok. Parce que les pêcheurs dépendent de l'agriculture, Ouais. les chantiers navals dépendent de Bercy, les logisticiens dépendent du ministère des Transports, les armateurs dépendent du ministère de la Mer, je m'arrête là. J'ai également des collègues qui ont fait des études de politique, en sciences politiques, il y en a d'autres qui ont fait des études en communication. Mon président est un marin, à la fois commandant de la marine marchande, mais également pilote maritime. C'est un des services qu'on propose. Pilote maritime. Exactement. Stylé, quoi. Et ouais, vraiment. Le titre est incroyable. Le titre, mais le métier est incroyable aussi. Ouais. C'est un métier où, au niveau du port, eh bien, on a quand les gros navires ou les plus petits d'ailleurs arrivent dans un port, il faut savoir que le port est un endroit où la navigation y est Oui. périlleuse ou Ouais, en c'est tout cas compliqué. sérieuse. Ouais. Il y a tout un Et système donc, de ces guidage, pilotes, etc. exactement. ouais. Et ces pilotes ont déjà minimum 12 ans d'expérience dans la marine marchande. Ils sont souvent au grade de commandant. Et ils passent un concours pour arriver sur une station de pilotage. Dans chacun des grands ports maritimes, il y en a. Mhm. Et cette station de pilotage vient chapeauter chaque navire avec l'aide de remorqueurs. Des remorqueurs, c'est des petits navires qu'on voit, les abeilles notamment, qu'on voit pousser les gros navires pour qu'ils puissent se garer, tout simplement. On a des lamaneurs. Les lamaneurs, c'est ceux qui viennent accrocher le navire au quai. Ok. Et puis, on a tout un écosystème. Et le pilote est finalement un peu ce chef d'orchestre sur le navire de la manipulation, donc de la manœuvre. Ok. Voilà. Il est à côté du commandant. Très bien. Alors- Il est pas sur une tour, il est sur le bateau, hein, d'accord. Il est sur celui-ci. C'est pas comme l'aérien. Ouais, d'accord, exactement. C'est comme l'aérien où il est là, et c'est battant, mais ça en bas, les autres ils prennent les avions. Exactement. Très bien. Si je peux me permettre, je vois sur le site justement le point attractivité des métiers de la mer. Justement, vous répondez aux besoins des entreprises parce que je vois que vous vous réunissez plusieurs fois par an pour recruter des candidats formés aux nouveaux métiers, notamment aux nouvelles techniques via 2 axes de travail. Donc c'est un travail de veille permanent sur Tout à les fait. formations, les nouvelles technologies que vous devez faire aussi. Tout à fait. Alors, l'attractivité des métiers, au cluster maritime, on a du coup priorisé des thématiques, parmi lesquelles l'attractivité des métiers en est une. C'est-à-dire que c'est un sujet qui, globalement, est commun à tous nos adhérents. On a sur tous nos secteurs d'activité des difficultés à recruter, que ce soit en mer, que ce soit à terre. Et on a un grand nombre de métiers à terre également. Hein. On parle du maritime, mais ça commence à terre. Oui, bien sûr. Et donc, on a 2 gros axes de travail. C'est-à-dire que, d'une part, on va organiser des événements pour pouvoir promouvoir nos métiers, les faire connaître. Donc on a la semaine de l'emploi maritime qui est pilotée par Pôle emploi, on a le salon Pro-Emer qui est mis en place par un cluster industriel qui s'appelle Bretagne Pôle Naval avec la Touline et avec tout un nombre d'industriels. Et puis on a un travail un peu plus alors on a aussi le salon des métiers de la mer à Paris. Donc à Paris. On parle, voilà, donc au niveau de l'Institut Albert Ier Prince de Monaco, donc, dans le 5e. Et puis, on a également un travail un peu plus technique où, sans rentrer dans les détails, auprès des pouvoirs publics, on travaille un peu main dans la main pour pouvoir colorer les différents métiers qu'on a en bleu, enfin, dire que ce sont des métiers maritimes pour qu'on puisse ensuite flécher ça vers des formations qui soient, elles aussi, ciblées maritimes. Ciblé, ouais. Exactement. Et donc, c'est de gros enjeux aussi pour nous, c'est un peu plus technique. Et donc, si vous voulez, vous pouvez poser des questions, mais c'est un peu plus... Ah, mais Il y a un c'est déficit, fascinant. il y a un déficit d'apprentissage maritime dans les écoles ou dans les universités de manière générale pour préparer directement à ce genre de formation. Tu dis que tu n'as
peut-être pas suivi un cursus maritime, toi, dans tes études, pour arriver jusque-là, mais il y a des mises à jour à faire qui ne sont pas forcément tout le temps faites dans les chemins que tu prends. En fait, il faut bien avoir conscience que tu arrives dans le maritime, soit tu es un fiche de pêcheur, oui, tu deviens pêcheur. Exactement. On dit que c'est un truc de vocation, exactement. Souvent, tu connais. De famille. Soit finalement tu tombes dedans, et dans mes collègues ou dans les gens que je côtoie, il y en a quand même beaucoup qui tombent dedans et qui n'en sortent pas, parce qu'en fait c'est un métier, comme tu l'as dit, de passion. Et sans parler uniquement de passion, c'est un métier qui présente aussi des opportunités professionnelles de carrière. On peut commencer tout en bas de l'échelle, en tout cas hiérarchique, chez un gros industriel ou un plus petit, et puis terminer à un poste extrêmement intéressant, soit avec du management, soit avec des responsabilités, soit les deux en même temps d'ailleurs. Et donc c'est vraiment ça qui aujourd'hui qu'on met en avant, avec cette difficulté effectivement, au même titre que bien d'autres secteurs d'activité, d'attirer vraiment dans une dynamique aussi peut-être de fidélisation. C'est bien de former quelqu'un, mais si c'est pour qu'il parte au bout de 2 ans, ça n'a aucun intérêt. On a passé notre temps à le former, il est parti. Et donc tout ça, nos entreprises, elles travaillent justement dans ces groupes de travail pour réfléchir à comment mettre en place cette politique réelle de fidélisation. En plus de réussir à comprendre comment est-ce qu'on attire des jeunes et des moins jeunes. C'est-à-dire on cherche bien entendu à attirer les jeunes, ça c'est le b.a.-ba. Mais on a aussi beaucoup de gens en reconversion et puis des gens qui ont commencé dans tel secteur d'activité puis qui finalement veulent se reconvertir, ou un cuisinier par exemple qui a décidé de commencer à terre puis qui se dit je m'embarquerai bien sur un bateau de croisière sympathique, j'y vais, avec des salaires qui sont pour le coup attractifs également. C'est une vie différente aussi. C'est une vie de voyage. Le salaire, c'est ça. Justement, on a parlé salaire, on a parlé métier, formation, on va parler un peu égalité des chances. C'est ouvert au niveau des métiers, au niveau du recrutement. Il y a encore des choses à faire. Alors, il y a encore des choses à faire, mais c'est ouvert. C'est-à-dire que historiquement, on reste un métier où globalement, on n'en est pas encore à l'égalité. À la parité. Sur l'égalité professionnelle aussi, on en parle. C'est pas un sujet qui est tabou, c'est un sujet qui est aussi axé prioritaire sur nos sujets. On les traite dans le cadre de l'attractivité des métiers de la mer, mais également dans des groupes vraiment dédiés où on a mis en place un club RH où il y a des représentants de grosses entités et de moins grosses qui viennent discuter sur les bonnes pratiques. À ce titre-là, nous, on publie des bonnes pratiques qu'on adresse à nos adhérents, qu'on adresse également au pouvoir public sur la question des salaires, enfin vraiment sur l'égalité professionnelle. Donc la question des salaires, comment je me sens moi en tant que femme dans une entreprise, mais c'est également adressé aux hommes, parce qu'on ne peut pas parler d'égalité professionnelle sans sensibiliser également les hommes. Et puis à ce titre-là, je ne peux donc m'empêcher de profiter de la question pour préciser qu'on a un énorme événement qui c'est le 23 mai, qui porte sur les ailes de l'océan. Alors les ailes E2LES de l'océan, et c'est porté par notamment le cluster maritime français et nos partenaires. Et on a vocation vraiment à amener des jeunes femmes pour découvrir les métiers du maritime, leur montrer que oui, aujourd'hui, la parité n'y est pas encore, mais on cherche à l'avoir. Et l'autre volet aussi, c'est de pouvoir aussi développer la parité dans les instances de décision, parce qu'on peut avoir des entreprises à parité et puis se rendre compte qu'au conseil d'administration, ce ne sont que des hommes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aider et accompagner la parité dans ces instances de décision également. Et donc là aussi, on travaille énormément dessus. Puis même à la base, moi, mon papa travaillait dans un lycée maritime, donc à 7. Et justement, il n'y a pas beaucoup de filles dans ces classes. Et du coup, je vois que justement, donc, le 23 mai, il y a des événements qui sont organisés dans toute la France, qui ouvriront la porte notamment aux collégiennes, lycéennes, étudiantes aussi, pour promouvoir la place des femmes dans le secteur maritime. Je trouve ça très, très bien. Ouais, c'est bien. Et il y a également des associations qui s'appellent notamment Vista, qui représentent les femmes cadres dans le monde maritime. Et elles s'organisent pas uniquement pour promouvoir les femmes cadres, mais pour promouvoir justement cette parité, cette égalité professionnelle également. Et c'est quelque chose qui est très cher au cluster maritime français, dans le sens où, d'une part, c'est une question de principe. Et puis, quand on a des problèmes d'attractivité, on ne peut pas se priver de la moitié des ressources de la planète. Donc, c'est pas la raison première, bien sûr, mais c'est aussi à souligner. C'est pas de la hiérarchie, attention, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose de très important d'englober tout le monde. C'est peut-être aussi une des conséquences du mal à recruter, c'est que
n'y a peut-être pas assez de pub ou de com qui est fait sur le fait que ces métiers sont attractifs pour tous les genres. C'est et ce tous. que- En avant, ouais. et c'est génial. C'est ce qu'on nous dit dans le chat. Après, c'est pas interdit aux femmes, ça l'était pas. Hein. C'est juste Non, qu'elles- ça l'a en jamais fait, je été. pense qu'il n'y avait pas d'information, il n'y avait pas un Oui. accès Il y a à plein de, cette il y a plein de information. métiers milieu que tu comme ça. considères comme macho. Bizarre. Alors, pas macho, mais est-ce qu'il y a encore un peu C'est cette un milieu image masculin, ouais. C'était un milieu d'hommes. masculin, C'était un milieu voilà, d'hommes. on La m'a question est super pertinente. C'est un milieu d'hommes. C'est un milieu aussi où, quand on a commencé à accueillir les femmes, mais maintenant c'est réglé, hein, mais quand on a commencé à accueillir les femmes, on s'est rendu compte de plein de thématiques qu'il fallait qu'on mette en place. Dans un bateau, tout le monde vit à bord. Oui. Et dans un bateau, on ne peut pas accueillir des femmes s'il n'y a pas des chambres séparées, C'est s'il n'y a ça, pas ouais. des Douches sanitaires, des douches, Voilà. tout à fait séparées, s'il n'y a pas des salles séparées. Non pas qu'on veut absolument les séparer dans Non, tous mais les cas, c'est- mais il faut une intimité, il faut qu'on puisse respecter ces normes. Hein. C'est encadré, c'est assez réglementaire également. Et donc oui, quand les femmes sont arrivées dans ce métier, dans ces métiers-là, Tout n'était pas il a fallu qu'on Repenser. adapte. Exactement. On va parler d'un autre thème, changement de sujet, même si c'était très intéressant. Merci du coup Romain pour la relance, mais on va parler de la décarbonisation. Oh, je savais que j'allais. Je savais. Ça fait 2 jours qu'il a Je fait. savais. Ça fait 4 jours que j'essaie de bien écrire ce mot. du tout aidé. Allez, Je le vas-y, refais. vas-y. 3, 2, 1. Décarbonisation. Bravo. François. Bravo. Tu l'as cité tout à l'heure. On va parler un petit peu des enjeux autour de ça, mais d'abord, moi je vais me mettre à la place du public lambda. C'est quoi la décarbonisation? Alors, Anix, je vais te donner un tip qui va beaucoup t'aider. On nous parle de décarbonation. La décarbonisation, c'est quand il n'y a plus grand-chose. On parle c'est ça. de décarbonation, Ouais, c'est donc là, plus on est facile dans- à dire. On est dans le En dur. plus, il a galéré, et en plus, il a pas le bon wording. La décarbonation. Voilà. Parfait. Parfait. La décarbonation, qu'est-ce que la décarbonation? Aujourd'hui, c'est pouvoir... Alors, sans rentrer dans le détail, on parle du transport de manière générale. On va pas Oui. parler que du maritime. Ok. Et on va voir que le transport, les industries également, émettent des émissions de CO2. Et ces émissions de CO2 ont un impact néfaste pour notre environnement et pour notre survie. Hein. On est quand même sur ces sujets-là. Ok. La décarbonation du transport, c'est décarboner nos modes de transport, notamment les modes de propulsion. Mhm. Et la décarbonation du transport maritime, c'est celle des navires de tout segment. Il y a plusieurs segments. Il y a les gros porte-conteneurs, il y a les gros navires de croisière, il y a également les petits navires de pêche, les petits navires de plaisance, les barges sur le fluvial, les navires de servitude sur les ports, les navires de transport de passagers, on peut parler du transmanche, de la Corse, enfin de nos îles. Et tous ces navires-là, il va falloir les décarboner. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas ce qui pollue le plus sur la planète, parce qu'à l'échelle de la tonne transportée, par exemple, il faudrait plusieurs milliers de camions pour transporter ce qu'il y a sur un seul porte-conteneur. Bien sûr. Mais par contre, ça pollue quand même. Ouais. Et on ne va pas se débiner là-dessus. C'est une des priorités au même titre que celles qui sont précitées. Et comment est-ce qu'on s'organise là-dessus? Oui. On s'organise en coalition, c'est-à-dire que le cluster, nous, on est là pour coordonner, fédérer les acteurs. Donc on va faire en sorte que le port, le logisticien, le manutentionnaire, la compagnie maritime, donc le transporteur maritime, mais également tout ce qui vient avec ce qu'on appelle l'interland, le fluvial, le ferroviaire, le routier, puissent être en concordance pour qu'on arrive à trouver un mode de propulsion décarboné. Ça peut être Le du vent, gaz, ça l'hydrogène. peut être du vent, tout à fait, l'hydrogène, on en parle, les biocarburants, pour les navires de pêche, par exemple. Donc du coup, c'est aussi revoir la conception du bateau en soi, ou changer certaines choses dedans. Eh bien, tu as tout compris, Nanix. Mais ça, c'est revoir la conception du bateau, mais c'est également revoir aussi la conception du port. Aujourd'hui, on a un port qui n'a qu'un seul mode de propulsion, qui est du fuel lourd. Oui. Et demain, on avec va avoir les bennes de plus... fuel qui remplissent. Exactement. Et demain, on va avoir sur le foncier portuaire le développement des énergies marines renouvelables avec les éoliennes. On va avoir sur le foncier portuaire des industries qui sont très connues, notamment des cimenteries ou des. Et puis, on va avoir aussi des industries où le mode de propulsion des navires, en fonction de leur taille et de leur usage, va être différent quant aux énergies qui sont utilisées. Donc, un besoin également d'agrandir le foncier pour proposer le plus de services à l'ensemble des navires qui seront présents dans le port. Et donc ça, c'est véritablement une stratégie à une échelle nationale, à une échelle locale également, qu'on puisse, en France, donc dans nos régions, en France et puis au niveau de l'Union européenne aussi, se coordonner là-dessus. Alors, tu n'es peut-être pas un expert, mais au niveau des gros porteurs de conteneurs, quelles sont aujourd'hui les technologies vers lesquelles on tend pour décarboner ces derniers? Alors, il faut bien avoir en tête que chaque industriel
est libre de sa décision. C'est quelque chose sur lequel on insiste aussi parce que si on impose une seule décision, on va se retrouver avec des pénuries d'hydrogène vert. Parce qu'on peut parler d'hydrogène, mais si on parle d'hydrogène fossile, ça n'a pas d'intérêt. Bien sûr. Donc d'hydrogène vert, donc avec une véritable mise en place de chaînes de production d'hydrogène, franco-française ou internationale ou européenne, c'est un des modes aujourd'hui qui est prôné par certains armateurs. D'autres armateurs parlent du GNL, du gaz naturel liquéfié, ça peut être du méthane, ça peut être... Ça, pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir développer. Aujourd'hui, si on a des navires qui sont déjà propulsés au GNL, quand on arrivera sur du IGNL, donc du gaz chimiquement conçu et qui ne pollue pas dans sa production, on n'aura pas besoin de changer l'intégralité du moteur. C'est pour ça que certains armateurs s'y intéressent énormément. On a le Vélic, qui vient pas forcément remplacer la propulsion complète, quoique parfois si, sur certains produits, mais qui viendra limiter aussi. Aujourd'hui, quand on met une énorme voile, alors c'est plus les voiles qu'on voit d'antan. On avait vu quelques exemples dans l'émission justement de propulsion par voile incroyable. Ça peut renvoyer à cette émission. On arrive à quand même faire 30% d'économie sur le carburant. Et c'est pas une paille quand on sait que l'hydrogène vert, que le GNL, que tous les gaz ou tous les modes de propulsion vont se retrouver aussi en confrontation avec l'usage domestique. Donc soit pour chauffer nos chaudières, soit pour propulser les camions, les voitures, les avions. Le train, le train, ce sera de l'électricité, mais on aura besoin d'énormément d'électricité, puisque l'intégralité du port va s'électriser. Et ça, c'est des enjeux où les quantités dont on va avoir besoin vont être phénoménales. Et c'est quelque chose qu'on a remonté, nous, le cluster, avec nos adhérents et le ministère de la Mer, qu'on a remonté dans une feuille de route qui a été publiée très récemment et qui est trouvable sur le site du ministère. Vous avez même un podcast, je vois, qui justement parle, donc vous pourrez chercher sur YouTube, c'est le podcast du CMF, le 11e, avec Régis Boisjegrin, qui justement parle de tout ça, notamment l'énergie marémotrice. Alors ça, c'est un vieux truc, mais je pensais pas que ça pouvait être encore envisagé. C'est ici des mouvements de l'eau créés par les marées, les phénomènes de la Lune, du Soleil, etc. Mais ça permet aussi de faire une économie, donc c'est incroyable. Micro-question. Vous travaillez, forcément, il y a énormément d'innovations dans le domaine maritime, on le sait, on en a parlé souvent ici. Est-ce que vous travaillez en direct avec des organismes qui participent et qui aident le développement de ces innovations, type BPI, type l'ADEME, des choses comme ça? Est-ce que vous travaillez avec ces organismes-là qui sont là pour financer ces innovations en France? C'est une très bonne question. On travaille énormément avec BPI, on travaille énormément avec l'ADEME, on a fait une coalition au cluster où, en 2019, on a financé par l'ADEME et par le ministère de la Mer, fédérer l'ensemble des acteurs, des gros industriels et des plus petits d'ailleurs dans le maritime, pour se coordonner sur cartographier quelles étaient les solutions de demain. C'est la première étape. Ma question directe était ça. Est-ce qu'il y a une logique dans les innovations qui arrivent ou est-ce que ça va tout feu tout flamme? Exactement. C'est passionnant. Et puis sur l'innovation, on a bien entendu BPI France et l'ADEME, mais dans le maritime, on a aussi un contrat stratégique de filière qui regroupe 4 secteurs industriels, l'industrie navale, l'industrie nautique, les énergies renouvelables, et puis l'oil and gas, ce qui est gaz et pétrole. Aujourd'hui, pétrole, forcément, il se réoriente aussi sur des énergies qui sont vertes. Et donc, on a créé ce comité, ce CSF, avec les services de l'État, donc Bercy, le ministère de l'économie, pour pouvoir justement engager et trouver un lieu où on discute de l'innovation dans le secteur maritime. Une feuille de route de l'innovation. Et on a un guichet de financement, un guichet en tout cas de centralisation des projets qui s'appelle le Corimer, qui dépend de ce comité stratégique de filière. Et ce Corimer est en contact permanent avec notamment BPI France, l'ADEME, les régions aussi qui sont financeuses de décarbonation. Ok, c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a une cohérence dans les innovations et qu'il y a une feuille de route. C'est complètement. Super. Et là, il y a un bel événement, je vois, du 20 au 21 juin 2023, Port de Versailles, donc Synergie, SEANERG, joli jeu de mots, justement, qui sera dédié aux énergies renouvelables, et ça existe depuis 2016, donc c'est cool. En vrai, moi, j'ai bien envie d'aller voir. Et si on recentre sur les métiers, tout ce qu'on vient de dire, à la fois, il y a des métiers qui existent déjà et on a besoin de renforts, mais on a aussi de nouveaux métiers qui vont émerger. Synergie est un des salons qui montre exactement l'évolution des métiers dans le cadre de la transition énergétique maritime,
Mais plus que ça, puisque ce sont les éoliennes en mer, ça peut aussi être une transition énergétique des villes locales, par exemple. Ouais. Ah, trop bien. Super passionnant. Eh bien, merci François pour tout ça et d'avoir parlé de la décarbonation. S'il avait su avant. L'occasion pour moi juste rapidement de rappeler ce qu'est OPCO, puisque OPCO Mobilité du coup nous accompagne pour cette émission. Donc OPCO, vous le savez, c'est pas la première fois qu'on en parle, opérateur de compétences, l'entreprise qui agit dans le domaine de la formation professionnelle et qui va bosser notamment avec les entreprises de la mobilité. Alors vous avez vu plein d'épisodes avec moi-même, les croisières de plaisance, on a aussi les bus. Je suis allé notamment dans un bus, c'était génial, même voir des trains et aller en gare. Ce qu'on a vu aussi, donc tous les métiers maritimes que tu as pu présenter, on a bien, le fluvial, etc. Évidemment, c'est lié. Et comme on dit à plusieurs reprises, les opérateurs de compétences sont là pour accompagner les entreprises, surtout financer la formation des alternants, bref, et des salariés aussi. Si vous voulez en savoir plus, il y a un lien qui est actuellement épinglé en haut du chat pour en apprendre plus sur les métiers, il la y a formation. la commande OPCO, point d'exclamation. La commande OPCO et peut-être même trouver le métier de vos rêves si en tout cas, en l'occurrence pour le thème d'aujourd'hui, le maritime vous intéresse. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Super intéressant. D'avoir été avec nous, François, et on vous souhaite plein de bonnes choses. Justement, là, on voit les gros rendez-vous donc autour des femmes dans les métiers du maritime, mais aussi synergie. On viendra voir tout ça. Tellement de sujets, c'est une filière extrêmement dynamique. On peut toujours s'y retrouver. Moi, j'ai envie d'être pilote de Moi, j'ai envie d'être pilote. Le terme il est incroyable, pilote maritime. Pilote de l'océan. C'est incroyable. Merci beaucoup, François. Merci. C'était passionnant. Merci. C'était trop bien et en vrai, je trouvais qu'on parlait pas assez de marine. Toi, t'adores ce sujet-là. Tu dis souvent qu'on parle pas assez de bateaux. On n'en parle pas assez. J'ai dit qu'il y avait une commande, c'est faux. Fake news. J'ai tapé point d'exclamation OPCO et Kiwix a dit flop. Flop total. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, vous avez des liens qui vont pop. Je crois que Naphtaline avait mis justement le bon lien qui. Putain, c'est Paul. C'est pas Naphtaline. Ah bon, d'accord, tout le monde est au courant sauf moi. C'est très bien. Ok, super. Salut Paul. Non mais c'était passionnant. Ouais, c'était cool. J'adore recevoir ce genre d'intervenant. Et puis alors, moi, ça m'intéresse, je pourrais le poser des questions à l'infini. J'ai appris deux mots et je sais les dire. Décarbonation, décarbonisation. Let's go. Ce que tu fais quand tu apprends le juridique, c'est apprendre à parler. Bah oui, quand même. Non, mais franchement, c'est passionnant, quoi. Et je pense que le chat, ça leur a plu. Aussi, on va continuer, puisque Romain va prendre la parole avec la Rose. Il n'y a pas eu de GP à part le GP moto, je crois que